Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une destinée. Nous construisons sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants, une forme de paradis pour nos futurs descendants. Alors la paix universelle, un fonctionnement universel, le 100% écologique, l'homme qui n'a plus du tout d'impact sur la planète, ni sur lui-même, ni sur ses congénères, un homme devenu doux et donc qui n'est plus du tout le, le violent que nous connaissons. Donc ce qui veut dire aussi que une humanité qui a réglé toutes ces pathologies, parce qu'en fait toute la violence que nous avons, de la guerre à la violence domestique, c'est lié à des pathologies, tout simplement. C'est le narcissisme, c'est etc. C'est le mépris d'autrui, le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, etc. Tout ça, ce sont des pathologies qui sont liées à la chrysalide, à la transformation d'un primate naturel en un humain abouti. Voilà. L'humain abouti que nous construisons sans le savoir. Voilà. Mais il faut passer par cette période. C'est comme ça. On ne pouvait pas, d'un claquement de doigts, devenir parfait, que l'humanité devienne parfaite. Il lui fallait ce temps d'évolution. Et ben voilà, il faudra encore quelques siècles de travail pour parvenir à cet état de perfection dont je parle, mais on est sur la route. Voilà, alors je vais reprendre la petite réflexion à partir des chemins de la philosophie consacrés à Platon, la République. Donc c'est la deuxième vidéo, je lance l'écoute et puis je commente éventuellement. Allons-y. Et alors ? Mon intention était d'adresser un vœu à la déesse et celui-là marche exactement comme ça. On l'écoute ? On l'écoute. J'étais descendu hier au Pirée avec Glaucon, fils d'Ariston. C'est le début. Mon intention était d'adresser un vœu à la déesse et en même temps je voulais voir la fête. Comment allait-il s'y prendre, vu qu'il la célébrait pour la première fois ? Sans doute, je trouvais belle la procession des gens du pays. Elle aussi. Mais ne me parut pas moins adaptée à la fête la façon dont défilèrent les traces. Une fois nos vœux adressés et le spectacle regardé, nous repartions vers la ville. Or, nous voyons de loin, pour nous hâter de rentrer chez nous, Polémarque, fils de Céphale, fit courir son petit serviteur pour nous inviter à l'attendre. Et un peu plus tard arriva Polémarque, et avec lui Adimante, le frère de Glaucon, Nicératos, fils de Nicias, et quelques autres. Ils revenaient juste de la procession. Polémarque dit alors : « Socrate, on dirait que vous vous hâtez de rentrer en ville. » Ta conjecture n'est pas fausse. « Et vois-tu combien nous sommes ? » Impossible de ne pas le voir. « Alors, ou bien montrez-vous plus fort que les hommes que voici, ou bien restez ici. » Je suis sûre que vous ne savez même pas qu'il y aura, vers le soir, une course au flambeau, à cheval, en l'honneur de la déesse. À cheval ? Voilà qui au moins est nouveau. Ils tiendront des torches et se les passeront dans une compétition hippique. Est-ce bien cela que tu veux dire ? Et c'est cela. Et en plus, on fera une fête de nuit, qui vaut la peine d'être vue. Après le dîner, nous nous lèverons pour regarder la fête de nuit. Nous serons alors en compagnie de beaucoup de jeunes gens d'ici, et nous nous entretiendrons avec eux. Allez, restez, ne refusez pas. Et Glaucon dit : Il semble qu'il faille rester. Eh bien, si c'est ce qu'il semble, c'est ce qu'il faut faire. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Dimitri Elmure, le début de la République de Platon ressemble à une pièce de théâtre. Vous aurez peut-être reconnu les voix de Manon de la Selle, Carla Michel et Jules Barbier, les collaborateurs de l'équipe de chemin de la philosophie qui prêtent leur voix pour faire entendre cette polyphonie. C'est bien sûr c'est Platon qui écrit, c'est Socrate le personnage principal, mais Socrate n'est rien sans ses interlocuteurs qui sont présentés dès le début. Oui, c'est vrai, et une chose pas unique dans l'idéologie de Platon, mais tout à fait révélatrice quand même, c'est Socrate qui parle
tout du long. Le premier vers de la République, c'est Katében, j'étais descendu. C'est un jeu. C'est le narrateur. Exactement. Ouais. C'est en narration directe. Voilà. Et c'est ce qui évidemment n'est pas du tout indifférent, sachant que vous allez bientôt parler de la différence entre la narration directe et et le discours rapporté quand il s'agira de comprendre l'éducation dans la République et la réforme des mythes, etc. Et on parlera justement de la différence entre discours direct et discours rapporté. Et la République, c'est un discours direct. C'est Socrate qui dit je à qui on ne sait pas, et qui raconte, voilà, cette très longue journée quand même, qui correspond à la conversation qu'on appelle la République. Ça n'est qu'une journée. Il y a pas de notation temporelle dans le texte, que je sache. Bien que toujours quelque chose qui peut nous avoir échappé, mais je ne crois pas qu'il y ait de notation temporelle, comme il peut y en avoir dans d'autres dialogues de Platon. Le tête sophisme politique, on se retrouve demain, on passe du tête au sophisme, puis le sophisme et le politique se suivent dans une sorte de même laps de temps, ou alors dans les lois, on s'arrête à midi, on fait une pause, etc. Là, on n'a pas vraiment de notation temporelle, c'est un peu hors du temps de ce point de vue-là. Alors, ce qui est fascinant, pour revenir à juste ce qu'on disait avant, à la question que vous me posiez juste avant qu'on écoute l'extrait, c'est ses premiers mots. Ces premiers mots, c'est quand même... Alors, il y avait une légende dans l'Antiquité, légende sans doute fabriquée, mais extrêmement intéressante, comme toutes les légendes liées aux philosophes. Vous devriez faire une émission un jour sur les légendes liées aux philosophes. C'est vrai, je note l'idée. Ouais. Et il y a beaucoup de choses à dire. Et une des légendes qui court autour de Platon, c'est cette idée qu'il aurait réécrit des dizaines de fois l'ordre des mots de la première phrase de la République. On aurait retrouvé les tablettes où il aurait permuté un quatilien il parle de permutatio, pour dire voilà, il aurait permuté. Donc les premiers mots, c'est katében, ktes, eis, peiraia, j'ai oublié maintenant. Me regardez pas alors ça, moi. Bon bref, métaglokonos, tout Aristonos. Voilà, ça y est. Donc j'étais descendu hier au Pirée avec Glaucon, fils d'Ariston. Et donc, il y a cette légende comme quoi il aurait permuté l'ordre des mots pour trouver le meilleur ordre. Alors, certains qui n'aiment pas trop Platon, ou pas toujours, par exemple, le grammairien stylisticien Denis d'Halicarnasse dit c'est la preuve que Platon n'arrêtait pas de retoucher le début de ses dialogues. Moi, je pense pas. Je pense que, quelle que soit la véracité qu'on peut apporter à cette légende, ce qu'elle dit de profond. Mais c'est pas une tare de retoucher les débuts de ces dialogues ou de retoucher ces dialogues ou de dire les choses d'une autre manière. C'est au contraire, c'est une richesse de chercher les différentes formes, et puis c'est créatif, quoi. Fond de philosophique, c'est que Platon a cherché le début le plus efficace, le plus philosophiquement efficace. Et si on prend ça au sérieux, on se rend compte que le premier mot, c'est katében. Katében, qu'est-ce que c'est ? C'est le verbe katabaino, ça veut dire descendre. Évidemment, il y a un autre moment où on emploie ce verbe dans la République, c'est quand on descend dans la caverne. C'est quand le philosophe descend dans la caverne. Et c'est un mot qui est évidemment extrêmement significatif, puisque c'est lui qui a donné la catabasis, c'est-à-dire la catabase, qui correspond aussi à la descente aux enfers, dans la tradition mérite. Donc c'est absolument fascinant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que Platon a choisi ce premier mot, si vous voulez, pour pour que le lecteur qui relira la République, faut pas le lire qu'une seule fois, se rende compte que, au fond, quand on ouvre la République, quand on lit le début de la caverne au livre 7, on est amené à reprendre le début de la République, un peu comme quand on est au milieu d'un opéra, on comprend l'ouverture qu'après, si vous voulez. On se rend compte de la puissance en fait de ce début. Socrate est l'analogue de ce philosophe qui redescend dans la caverne des ombres. Mais lui, il est l'analogue de ce philosophe en descendant au Pirée, chez ses métèques, la famille de Céphale. Ouais, et on est déjà en plein dans la réflexion politique, puisque toute la question est de savoir qui sera le mieux à même pour gouverner un pays ou une cité. Exactement. Et la thèse de Platon, on va la comprendre cette semaine et la semaine suivante, c'est que c'est le philosophe le mieux à même pour gouverner, parce que justement il ne veut pas le pouvoir, voilà. Mais que ce faisant, il doit faire ce geste de redescendre, ce qui est très très fort. Ça veut quand même dire que nous ne faisons pas partie de la même espèce. Il y a le philosophe, et puis il y a les autres mortels qui peuvent accueillir ce philosophe qui daigne descendre vers nous comme il descend vers les enfers. Alors, je voudrais que ce soit un peu ça, sauf que je dirais pas daigner, c'est-à-dire mais ça pose un vrai problème. En fait, vous disiez à juste titre, une des thèses les plus fondamentales de la République et même de la philosophie politique de Platon, c'est qu'effectivement, il y aura pas de cesse à la ruine des cités, comme il le dit au livre 5, 471 et quelques, tant que le philosophe ne deviendra pas roi ou reine, ou les
sera pas roi ou reine, ou les rois ou reines deviendront philosophes. Ok. Voilà, alors c'est là où c'est plus à mon sens, un art de vivre, une façon de penser, de concevoir le monde qui est demandé aux dirigeants, aux dominants, en somme, à ceux qui sont chargés d'appliquer les règles de la société, de les faire respecter, etc., et de choisir la ligne directrice de telle ou telle société. Et évidemment, alors, il faudra s'entendre sur ce qu'on entend par philosophe, parce que on sait très bien que d'abord que le philosophe devienne politique, dirige la société. À mon sens, c'est un problème parce que si on est choisi en tant que philosophe, si quelque chose nous dirige vers le métier, entre guillemets, ou la profession ou la mission de philosophe, c'est parce que on a notre configuration mentale, la configuration mentale de telle personne le dirige vers ça plutôt que vers la direction des affaires, plutôt que vers la direction d'autres choses. Donc c'est bien quelque chose de particulier. Et après, il y a des psychologies, on le sait maintenant. À l'époque de Platon, les philosophes c'était réduit, la masse des philosophes qui avaient précédé Platon. Donc très certainement, il y avait beaucoup de sages, il y avait beaucoup de sagesse, il y avait beaucoup de personnes qui en même temps participaient à la société. Je pense que Platon, Socrate partaient à la guerre avec les autres personnes de la société, participaient à tout un tas de choses, s'étaient confrontés au monde et avaient simplement une façon de penser qui était un peu différente parce qu'il y avait la sagesse qui était en plus avec leur esprit. Et donc ça correspond à une période et à un type de philosophes bien précis. Les philosophes, après, ont évolué. Et on trouve des personnalités bien différentes tout au long de l'histoire de la philosophie. On va passer par... il y aura des Jean-Jacques Rousseau, des Marx, des Nietzsche, etc., etc. Donc... et puis aujourd'hui, on voit bien, il y a des philosophes qui sont passés un peu par la politique, etc. Ils ont des points de vue, ils ont voilà, on voit bien que confier les rênes du pouvoir à des philosophes, quand on regarde tous ne sont pas, ne montrent pas qu'ils ont les qualités pour ça. Alors par contre que les hommes d'État soient entourés de philosophes, qu'il y ait des philosophes qui soient autour du système dominant, du système du pouvoir, autour des gouvernements, c'est une chose très importante. Et à mon sens, il faudrait qu'il y ait aussi des représentants du peuple. C'est-à-dire que ce qu'on voit, le problème qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple, dans les cénacles, dans la cour présidentielle, c'est qu'il n'y a pas de diversité, le peuple n'y est pas. Et maintenant, d'ailleurs, même les chefs d'État n'osent même plus sortir, aller à la rencontre du peuple, comme le faisait un De Gaulle ou un Pompidou, ou même un Giscard d'Estaing. Voilà, on se retrouve avec vraiment un retour oligarchique, un retour aristocratique, et avec une crainte parce que les chefs d'État se comportent pas correctement avec les peuples. Depuis 40 ans,
avec leur peuple. Et donc il y a quelque chose qui va plus. Le peuple n'est pas d'accord avec les dirigeants qui finissent par être élus, parce que il y a plus d'autres possibilités. Bien souvent, on le voit, hein, nos élections, on nous amène dans des cases où il n'y a plus que des choix par défaut. Et c'est pas tolérable pour le peuple, s'en rend compte, hein. Il le sent, il le perçoit, cette chose-là. Donc, il serait important qu'il y ait la sagesse populaire, l'intelligence populaire, je me souviens plus comment on appelle ça déjà, la pertinence du peuple, qui soit en même temps qu'il y ait les élites autour, bien sûr, voilà, qu'il y ait la cour classique autour des chefs d'État actuels, les industriels, les trucs, mais que tout soit bien partagé, que ça soit pas des lobbies très importants qui squattent les chefs d'État. En fait, le problème, c'est que il n'a plus, on lui prend la tête aux chefs de l'État, on leur prend la tête au gouvernement. Ils sont sans cesse sollicités, et toujours par une élite, par les élites, on va dire. Et donc, ils n'ont plus les moyens d'entendre le peuple. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait des groupes du peuple qui soient représentés autour du chef de l'État et qui puissent parler et dire les mêmes choses, des gens du peuple pertinents, dont on sait qu'ils seraient même élus par le peuple, pour dire voilà, vous pouvez nous représenter, mais sans être élus, sans rien, que ça soit juste des relations comme ça. Et puis évidemment des philosophes. Deviendront philosophes. Okay. Donc ça peut aller dans les deux sens. C'est une thèse forte. C'est-à-dire qu'effectivement, si la philosophie gouverne la cité, alors on a une chance que ça se passe bien. Si c'est pas le cas, ça va à coup sûr mal se passer. Ok. Maintenant, le problème, c'est que la République, le livre, va nous faire comprendre ce que c'est qu'un philosophe, nous montrer comment il est éduqué. Et le résultat de cette éducation, c'est là où Platon est génial, c'est que le résultat de cette éducation, ça sera de produire un individu pour lequel la politique sera la dernière chose qu'il a envie de faire. Oui, c'est ça. Donc on est en plein paradoxe, c'est-à-dire, il y a une très belle phrase de Jacques Brunswick là-dessus, que je veux surtout pas écorcher, mais qui dit quelque chose comme... C'est donc bien ce que je disais, c'est-à-dire que un philosophe n'a pas envie d'exercer, c'est parce qu'il sait qu'il a d'abord des tares, globalement, des tares qui l'empêchent qui sont des qualités pour la philosophie, mais des défauts pour exercer le pouvoir. Et donc c'est là où c'est quand même assez génial. Bon, après, il y a des choses qui sont critiquables chez Platon, dans la façon d'éduquer, ce qu'il réclame comme éducation, mais il faut bien resituer les choses à leur époque. Comme Platon, une des thèses les plus fondamentales de Platon, c'est d'avoir compris que la politique est une chose trop importante pour qu'on la laisse à ceux qui ne savent pas qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Ouais, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le philosophe ne peut gouverner que parce que lui, il sait qu'au fond, la politique, par rapport à ce qui est véritablement important, la philosophie, la connaissance, je vais même dire les mathématiques, voilà, la dialectique évidemment, la politique ne vaut rien à côté de ça. Et c'est pour ça. Donc vous voyez le paradoxe, c'est que pour redescendre dans la caverne, comment on va faire ? Ne vaut rien, peut-être pas. Ça vous posera la question à votre invité quand on vous parlerait du livre 7, mais ça c'est un vrai problème, le retour dans la caverne. C'est-à-dire, au fond, est-ce que comme Glaucon le dit à Socrate, mais au fond ces philosophes, on a passé notre temps à comprendre leur vie, puis on veut quand même qu'ils soient heureux, et en fait on leur demande de se sacrifier. Ils vont sacrifier leur bonheur pour gouverner. Et alors là, Socrate a une réponse un peu complexe, et qui n'est pas totalement claire. Bon, on y reviendra. D'abord, prenons les choses les unes après les autres. Nous sommes au livre 1 de la République. On a entendu le début de ce texte que vous avez magnifiquement commenté. Maintenant, comment passe-t-on de ce début à la question de la justice ? Est-ce que ça veut dire que pour réfléchir à ce que c'est que D'abord, comment Socrate en vient-il à réfléchir à ce que c'est qu'une cité juste et à la République, alors que jusqu'à présent, là, on l'a juste invité à faire la fête. Hein. Il est arrivé chez Céphale, et donc le vieux Céphale, qui est un homme âgé,
Donc il commence à badiner, comme toujours. Ça commence souvent en badinant, hein, les dialogues de Platon. Bon, le badinage est toujours sérieux, hein, c'est comme Marivaux. Hein. Et comment dire, la discussion s'enclenche avec Céphale, qui est un vieux monsieur, sur les pratiques un petit peu de Céphale, et Socrate qui lui dit mais moi j'adore parler avec des gens qui sont plus âgés parce que ils sont au soir de leur vie, et on se demande un peu comment ils voient les choses au soir de leur vie. Et il commence à réfléchir un peu sur justement qu'est-ce que ça change au fond d'être vieux. Et de là, on va passer à la question de la justice de manière assez subtile et importante à mon avis. Est-ce que vous voulez on peut entendre le texte de Céphale qui décrit la paix qu'il trouve dans la vieillesse? C'est un texte magnifique. Ouais. La plupart d'entre nous, quand nous nous réunissons, gémissent. Ils regrettent les plaisirs de leur jeunesse et rappellent à leur mémoire les plaisirs d'Aphrodite, ceux de la boisson, ceux du bien manger et tous les autres qui en sont proches. Et ils s'irritent comme des gens privés de choses importantes, comme des gens qui autrefois vivaient bien et qui à présent ne vivent même plus. Et quelques-uns se plaignent aussi des humiliations dues à l'âge que leur font ressentir leurs proches. Et pour finir, ils déclament un grand poème de la vieillesse, énumérant tous les maux qu'elle leur cause. Car si c'était la cause, je ressentirais moi aussi, du fait de la vieillesse, les mêmes effets que tous les autres hommes qui sont parvenus aussi loin dans l'âge que moi. Or, en fait, moi en tout cas, j'en ai déjà rencontré d'autres que moi à ne pas réagir ainsi. En particulier un jour Sophocle, le poète. J'étais à côté de lui quand quelqu'un lui demanda. Alors, on va attendre pour Sophocle. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à dire à ce sujet-là, parce que c'est ça aussi l'intérêt de cette écoute, de ces écoutes, c'est que ça me permet de laisser mon esprit exploser de créativité. Ce que je veux dire, c'est que moi, je m'approche de cette... je suis dans la vieillesse, on va dire. Et ce que je remarque autour de moi, c'est qu'il y a quand même une sacrée dignité chez la plupart des gens, parce que on les voit, on les croise, je discute un peu de temps en temps. Et il y a de la souffrance, il y a des angoisses, il y a des soucis, il y a tout un tas de choses qu'ils gardent pour eux. Ça me rappelle ma mère, qui était au seuil de sa vie, qui était dans une hypersensible et qui en fait avait toutes ces angoisses montées, mais ça, c'était pas dit, on le sentait, c'était là, mais c'était pas verbalisé. Alors on verbalise de mieux en mieux, mais enfin c'est cette dignité qui est là, qui est dans l'être humain, qui passe et on accepte cette vieillesse tout en sachant qu'elle est là, tout en sachant ce qui se passe, alors que très certainement, je ne sais pas si nos cousins primates naturels ont la même conscience de cet état voilà, où on perd de l'énergie, où il y a quelque chose comme ça. Alors, mais en tout cas, l'homme a cette sorte de courage, sachant ce qu'est la mort. Donc, la mort est dans l'avenir de l'être humain, quand de l'être humain âgé, quoi. Hein. Donc, c'est un avenir qui est assez proche. C'est quelque chose qui devient réel. Dans la jeunesse, on s'en rend pas compte. C'est quelque chose qui est trop éloigné pour qu'on puisse y penser clairement, pour la plupart d'entre nous. Et là, c'est quelque chose qui se rapproche, etc. Et malgré tout, même si c'est difficile de le regarder en face, je pense que il y a évidemment tout un tas de choses qui nous permettent de ne pas regarder ça en face, d'être
de ne pas y croire, etc. Il y a toute... Mais c'est à remarquer cette sorte de dignité chez la plupart des personnes qui deviennent, qui sont vieux, quoi, chez les vieux. Quelles sont, Sophocle, tes relations avec les plaisirs d'Aphrodite? Es-tu encore capable de t'unir à une femme? Et lui, retiens ta parole, l'homme, dit-il. Je suis tout à fait content d'avoir échappé à cela, comme si j'avais échappé à un maître enragé et sauvage. Et on peut le À comprendre coup sûr, à ce qu'à la fin de sa moment-là, vie, ça. et ce n'est pas moins vrai aujourd'hui, ce grand homme me donna l'impression de bien parler. Car à tous égards, quand il s'agit de ce genre de choses, il y a dans la vieillesse paix et liberté complète. Lorsque les désirs cessent de se tendre et qu'ils se relâchent, arrive tout à fait ce que disait Sophocle. On a l'occasion de se détacher de maîtres très nombreux et en proie au délire. Le suspense est... Alors, c'est vraiment intéressant, et là, on voit que la société, l'ultralibéralisme dans lequel on vit, là, depuis 40 ans, est entre guillemets, un monstre d'anti-sagesse. Il y a quelque chose qui est vraiment incroyable, parce que d'abord, il supporte pas ce qu'il pense être inactif, donc pour lui, tout ce qui travaille pas pour le néolibéralisme, tout ce qui travaille pas pour le business, et parce que le néolibéralisme, c'est le business, c'est les businessmen. Donc tout ce qui travaille pas, comme il l'entend, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Donc il va... voilà, on retrouve une sorte de génisme avec où le business, il utilise pratiquement il envoie son état d'esprit dans le milieu médical, qui va faire que les personnes différentes qui seraient porteurs d'une différence, etc., ben on va essayer inconsciemment de ne pas les laisser vivre, par exemple. C'est de ne pas les laisser venir à la vie. Mais c'est des choses qui sont incroyables quand on y réfléchit. On va vouloir faire travailler tout le monde. C'est sous la forme de c'est injuste, soit c'est injuste que certains ne travaillent pas, c'est ceux qui sont par exemple au RSA ou quoi que ce soit. Maintenant, là, on est en train de les pousser pour que... Alors, ils ont des doubles peines parce qu'ils sont malheureux d'être dans un système comme ça, ils sont déconnectés du monde, le monde va trop vite pour eux ou quoi que ce soit, et on va les repousser là-dedans. C'est un système extrêmement pervers et violent. Et on va faire la même chose avec les vieux, on va leur donner, on va repousser l'âge de la retraite, puis on va leur donner du Viagra pour continuer à consommer, à être dans la vie des choses. On veut pas qu'ils passent dans la sagesse, quoi. On veut les faire profiter de la vie, consommer, etc. Donc il y a plus du tout de culture de la sagesse et du temps et c'est quand on se réveillera de ce que le marché a fait depuis 40 ans sur l'être humain, on va être surpris parce que c'est incroyable quand même. Le suspense est à son comble, Dimitri Elmur, parce qu'on s'attendait à un texte sur la vieillesse qui aborde la question de la justice. Or, ce que nous entendons, et c'est d'ailleurs assez rare pour le remarquer, ce sont des considérations, disons, érotiques. On s'interroge, mais où en es-tu dans ta relation, à ta libido, à ton désir sexuel? Je me sens beaucoup mieux depuis qu'il n'y a plus rien. En gros, c'est la réponse. Alors, comment passe-t-on de considérations érotiques à la bonne définition de la justice, Dimitri Elmur? Justement, alors d'abord dans ce texte, Platon est quand même génialement méchant, et le pauvre Sophocle. Pourquoi Céphale est en train de nous dire, il nous dit quoi? Il nous dit heureusement que je suis vieux, oui, parce que maintenant que je suis vieux, je suis quand même débarrassé de mon intempérance. Très bien. Et Sophocle dit la même chose.
Alors, vous allez me dire, quel rapport avec la justice? Mais en fait, on est déjà en plein dans le sujet. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que va nous montrer la République? La République va nous montrer qu'effectivement, la justice, et on va y revenir après, c'est une question d'ordre intérieur. Et donc, c'est une question aussi de tempérance, c'est-à-dire une manière qu'on a de régler nos désirs. Et donc, on commence la discussion avec quelqu'un qui nous dit, pour régler ses désirs, c'est très simple, il faut juste arrêter devenir vieux. Mais c'est exactement l'inverse que nous propose la République. Il ne faut pas attendre d'être vieux pour commencer à être juste. Il faut être juste tout de suite et maintenant. Et comment on est juste tout de suite et maintenant? En justement comprenant quel est l'ordre sain de notre âme, donc la place qui tient la justice et la place qui tient la modération. Et quel est le sens de la vie? Pourquoi la vie est faite ainsi? C'est-à-dire que on apprend, on est des bébés, puis on tombe, on se redresse, etc. On chute. Il y a tout un tas d'apprentissages. On devient un enfant, on apprend tout un tas de choses. On devient un ado, on se révolte contre le système, etc. On prend des risques, on fait des choses comme ça pour passer cette adolescence et pour la renforcer. Ensuite, on devient adulte, on prend ses responsabilités, on se conduit en adulte dans le monde, et puis tout doucement, nos forces déclinent. Alors, quand on est adulte, on est dans la compétition, on a de l'énergie, on a une énergie quotidienne à dépenser, il faut la dépenser en agissant, en faisant des choses. Et donc, normalement, c'est tout à fait logique. Puis, on arrive à un certain âge, on commence à sortir un petit peu de ces pulsions s'affaiblissent. On transmet notre savoir, on transmet ce qu'on a appris aux futures générations. Et puis ensuite, on se retire du système et on se repose et on rentre dans la sagesse. Et là, tous nos yeux commencent à s'affaiblir, tous nos sens commencent à ralentir, le goût disparaît un peu, les pulsions disparaissent, on entend moins, donc on se recentre vers l'intérieur, on voit moins, on entend moins, etc., etc. Et donc tout est fait pour aller vers l'intériorité, vers la sagesse, pour aller vers soi. Si on respecte cette logique, les sages, l'Afrique sait le faire. Et ils sont là et on les embête pas et on leur demande pas, on va pas les tester sur est-ce que tu as encore des pulsions, est-ce que tu as encore. Donc on voit que il y a une logique de la vie. Si on écoute le langage muet de l'existence, on suit qu'on suit cette logique, elle est imparable, elle est bien faite, tout est indiqué, tout est mis. Donc c'est totalement aberrant en fait de vouloir passer de l'âge adulte à la mort directement en continuant tous les trucs, sans passer par la vieillesse. Et par la logique de la vieillesse qui est la sagesse. C'est anormal en gros. Alors on est tous pareils, hein, voilà. On a envie de vivre, d'avoir plus d'expérimenter encore des choses, de voyager, de bouger, de faire des choses comme ça. Très certainement, c'est quelque chose de logique. Mais ça correspond à la philosophie du marché. Voilà, on n'est pas dans la philosophie des philosophes qui donnent la ligne directrice de l'évolution humaine. C'est la philosophie du marché, donc les pulsions du marché, parce que c'est pas une philosophie, c'est les pulsions. Je le démontre sur la mécanique universelle. Je démontre que le marché, c'est un système pervers narcissique, tout simplement, et donc qui se comporte en pervers narcissique avec le monde. Et c'est cette philosophie qui est donnée au peuple, qui est donnée à l'ensemble de l'humanité en somme. Et c'est ce qui fait qu'il y a une telle détresse et violence dans l'humanité. Ou la tempérance, la sophrosyné en grec, des deux vertus qui vont s'articuler l'une à l'autre, la justice et la modération, et dont on va comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer dans la République que c'est une question intérieure, c'est une question d'ordre de l'âme. Et en fait, Céphale, c'est ça qui est super dans ce début, c'est l'homme
en apparence juste, mais en extériorité. Tout est question d'extériorité avec Céphale. Il sacrifie parce qu'il faut le faire, il rend ses dettes, il paye ses dettes parce que c'est comme ça qu'on doit le faire, il arrête de désirer parce qu'il est devenu vieux, mais évidemment, c'est pas être vertueux que d'agir comme ça. Alors c'est là où c'est vraiment intéressant parce que c'est là où l'existentialisme qui au fond essaye de dire on peut être moral, il y a une morale laïque en somme. La morale, c'est pas, on n'a pas besoin d'être spirituel pour penser que il faut se conduire comme ça plutôt que comme ça, etc., etc. On peut rester sur un cadre laïque qui dit bon, en plus il y a les lois, ça tu peux le faire, ça tu peux pas le faire, etc. Mais ça donne pas la philosophie et ça donne pas le sens moral et le pourquoi spirituel de je ne dois pas abuser de mon congénère. Je ne dois pas abuser de mon congénère parce qu'il est une âme, parce qu'il est le porteur de divin, parce qu'il est divin, parce que c'est, etc., etc. C'est là où on peut véritablement aller progresser dans le cœur de l'autre. En fait, et ça, c'est quelque chose qu'il faudra que d'agir creuser. Comme ça. Être vertueux, c'est comprendre la nécessité qu'on a de se soumettre à un certain ordre. Vous voulez dire que ce qui manque à Céphale, c'est la connaissance, c'est d'agir en connaissance de cause. Il le fait par intérêt bien compris. Je pense qu'il est même, en deçà de cet état-là. C'est-à-dire qu'il est dans l'habitus. Oui, on agit comme ça, c'est comme ça. Il se pose pas la question. Non, il se pose pas la question. C'est la tradition, les coutumes, qui le fait agir comme ça. Et c'est pour ça que Platon utilise ce personnage. Ouais. C'est aussi pour nous montrer d'où on part quand on pose la question de la justice. Pour vous dire la chose autrement, la justice avant la République, c'est une question essentiellement une question de comportement et d'adéquation à une norme sociale. On va arrêter là. Je reprendrai ça dans la prochaine vidéo. C'est là où il y a je découvre, je l'ai pas lu la République, j'ai pas écouté ces vidéos-là, j'ai juste un peu picoré ça c'est la 1, j'ai picoré la 4 ou 5, je sais pas, il y en a 8 de ces émissions. Mais c'est extraordinaire la pensée de quelqu'un comme Platon. Voilà, on va arrêter là et puis on reprend dans la foulée. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas, si vous pensez que ça a du sens, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, écrire des commentaires et établir des liens avec votre site ou avec d'autres sites. Éventuellement, travailler pour la mécanique universelle si vous avez envie de participer, soit sur les sites pour faire évoluer les sites, soit en philosophie, soit voilà, comme vous voulez. Et puis, allez visiter la mécanique universelle, le site où je parle de tout ça. Merci, à très bientôt.